Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein pour son inauguration et pour un hommage à Jacqueline Lichtenstein. Je suis heureux de vous accueillir dans un lieu qui a été entièrement rénové, un lieu nécessaire, un lieu utile que nous partageons avec l'ensemble des historiennes et des historiens de l'art qui vont l'utiliser désormais pendant toute l'année. Un lieu qui nous a obligés à mener des travaux dans des délais extrêmement contraints, 3 mois, pour faire en sorte qu'il puisse être effectivement utilisé avant et après les vacances, qui a demandé de l'ingéniosité et de la créativité pour rentrer en conformité avec toutes les nouvelles normes d'accessibilité. Nous n'étions pas du tout aux normes depuis extrêmement longtemps, c'est chose faite. Un espace pensé aussi dans une approche de développement durable, et nous avons été accompagnés dans cette démarche par le designer et scénographe Éric Binquet qui est présent dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure en rentrant, et que je remercie beaucoup, avec une maîtrise d'œuvre du bureau d'études Velluet, le cabinet Guéca Architecture, la direction du chantier dirigée par l'entreprise Guigné et l'ensemble des ouvriers. L'équipe de l'INHA a suivi ce dossier avec beaucoup de volontarisme et je veux aussi les remercier particulièrement le service juridique et le service des moyens techniques et tout particulièrement Hakim Adjarab qui est aussi présent dans la salle je crois et qui a fait en sorte que nous puissions bénéficier de cet équipement avec quelques aléas dus à la pandémie quand même, y compris dans ce genre de situation, puisque une partie des équipements n'est pas complétée, c'est le cas en particulier de l'écran, pour des raisons qui sont des raisons de disponibilité des composants électroniques et chimiques, etc., qui fait que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être, mais quand même elles le sont globalement, et nous avons pu bénéficier d'un mécénat anonyme également pour le prêt à long terme, pendant plusieurs mois, de 2 tableaux d'Hélène Delprat qui permettent de venir orner encore plus cet auditorium Jacqueline Lichtenstein, et je pense que Jacqueline aurait été contente de ce choix d'artiste, d'une artiste contemporaine qui travaille dans un rapport complexe à des images issues de l'histoire de l'art et d'une histoire de l'art qui était aussi celle qui l'intéressait elle-même. Je suis très heureux aussi de vous accueillir, public, mais aussi des anciennes et des anciens collègues, élèves, amis et familles de Jacqueline Lichtenstein. Merci d'être présente et présent pour cette célébration. Je crois aussi que c'était une chose importante. Comme vous le savez, le nommage, puisque l'on dit comme cela, de cet auditorium a été le résultat d'un processus qui a été un processus démocratique et extrêmement ouvert, puisque l'Institut national d'histoire de l'art a organisé au printemps un vote parmi la communauté des historiens de l'art pour donner un nom à l'auditorium de la Galerie Colbert. Alors par communauté des historiens de l'art, j'entends une communauté très large, puisqu'en fait ont été sollicités pour le vote tous les usagers de cette galerie et de la bibliothèque de l'INHA sur le site Richelieu, aussi bien étudiants qu'enseignants, que chercheurs et chercheuses, etc. Nous avons eu plus de 1700 votants et je dois à la vérité dire que nous avions proposé 3 noms et que le nom de Jacqueline Lichtenstein a remporté plus de 85% des suffrages, ce qui indique soit un burrage des urnes qui nous semble totalement impossible, soit plutôt une adhésion extrêmement forte à cette proposition, ce dont je me réjouis tout particulièrement. À partir du moment où le nom de Jacqueline Lichtenstein, qui est disparu en 2019, avait remporté très largement ses suffrages, nous avons voulu organiser une table ronde en hommage
à cette historienne de l'art et philosophe à l'occasion de cette inauguration et du nom retenu pour l'auditorium. Et je suis heureux d'accueillir ici Laure Blanc-Benon de Sorbonne Université, Christian Michel de l'Université de Lausanne, Brigitte Jacques-Vacheman, comédienne et metteuse en scène, et Thomas Gedgens, qui a accepté d'assurer la modération de cette table ronde. C'est aussi, puisque nous parlons de notre amie Jacqueline Lichtenstein, de l'occasion de dire que l'un des derniers colloques auxquels Jacqueline Lichtenstein avait participé, en 2018, dans ce même auditorium, consacré à Winckelmann et l'œuvre d'art, et placé sous la direction de Cécile Colonna, conseillère scientifique à l'INHA, et de Daniela Gallo, professeure à l'université de Nancy, est paru, vient de paraître aux éditions des Cendres en coédition avec l'Institut national d'histoire de l'art, et que ce volume est dédié à la mémoire de Jacqueline Lichtenstein, décédée à Paris le 3 avril 2019. C'est aussi un élément extrêmement important. Je veux aussi vous signaler, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, qu'un hommage se poursuivra les 15 et 16 juin prochains, 2022, dans le cadre d'un colloque qui sera organisé en partenariat entre l'INHA, Sorbonne Université, l'Université Aix-Marseille, l'Université de Rouen et l'École normale supérieure pour tenter de prolonger le dialogue avec et autour une philosophe de l'art beaucoup trop tôt disparue. J'ai dit que cette table ronde allait être modérée par Thomas Gedgens. Je vais lui passer la parole tout de suite. Je ne sais pas à quel point j'ai besoin de présenter Thomas Gedgens. Je dois dire que c'est un grand plaisir à chaque fois pour l'INHA de pouvoir retrouver son ancien voisin et ami proche, et rester un ami proche malgré des changements de continent. Thomas Gedgens est l'auteur de nombreuses publications sur l'histoire de l'art française et allemande des 18e, 19e et 20e siècles, principalement, parce que ces publications ont débordé largement ces cadres. Il a été professeur à la Freie Université de Berlin de 1980 à 2006 et a aussi enseigné au Collège de France. Il est fondateur et premier directeur du Centre allemand d'histoire de l'art de Paris, dont je salue aussi la présence de l'actuel directeur, Thomas Kirchner. Et il a été directeur du Getty Research Institute à Los Angeles de 2007 à 2018. Autant dire que dans toutes ses fonctions, il a été en relation profonde avec l'INHA, de la création de l'INHA à son histoire actuelle. Et je lui cède donc tout de suite la parole sans plus tarder. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Merci, merci Eric. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un événement magnifique et je trouve que c'était une excellente idée dédicacer cet auditorium à Jacqueline Lichtenstein. Quelle idée sympathique et intelligente. Dédicacer, c'est commémorer, réfléchir sur quelqu'un qui a accompli quelque chose d'important et de mémorable. Ce que nous allons faire ce soir, ça ne sera pas une conversation scientifique ou érudite. Ça peut aussi arriver sur les bords, mais au fond, on a décidé de se souvenir et de partager des souvenirs personnels et d'écrire un tout petit peu les rapports qu'on a eus personnellement avec Jacqueline. Parce que, comme Eric vient d'annoncer, il y aura un colloque scientifique, ce que nous faisons normalement, avec des collègues qui vont présenter
une discussion sur son œuvre de façon très sérieuse. Ça ne veut pas dire que nous ne serions pas sérieux ce soir, mais de toute façon, il y aura quand même des études plus approfondies sur son œuvre, ses écrits, son éducation, etc., en juin prochain. Donc, il y aura, après des très courtes présentations, il y aura une vidéo qui va être montrée d'une conférence de Jacqueline, je crois sur la couleur, finalement, ce qui se prête. Eric a déjà nommé, je vais quand même les a nommés, mais je vais quand même présenter encore un peu plus mes collègues. Madame, excusez-moi, je suis un peu confus de vous présenter parce que tout le monde vous connaît. Gilberte Jacques-Benjamin est bien sûr une comédienne célébrée, honorée de longue date, mais elle était aussi et elle est toujours directrice d'un théâtre, autrefois de la commune, pendant beaucoup d'années. Et elle est une metteuse en scène de pièces de Corneille jusqu'à Wedekind. Et elle a beaucoup travaillé avec Jacqueline, surtout dans les années 80, 90, sur Corneille. Donc là, il y a vraiment un rapport professionnel et personnel avec Jacqueline. Donc, nous sommes très reconnaissants que vous avez pris le temps de venir ce soir. Laure Blanc-Benon, là, nous rencontrons la philosophie, l'esthétique. Elle enseigne à la Sorbonne, spécialiste aussi de la photographie, de la photographie des couleurs, si j'ai bien compris, de l'anthropologie de l'art, les rapports entre l'art et la philosophie, etc. Et il y avait depuis des années, pour beaucoup d'années, des rapports très personnels avec Jacqueline, surtout en ce qui concerne la philosophie. Donc, merci d'être venu. Nous sommes très heureux de vous avoir. Et finalement, mon collègue Christian. Comment présenter Christian dans cette salle? Tout le monde connaît Christian, bien sûr. Christian Michel, qui, bien entendu, est professeur à l'Université de Lausanne. Et un ami, bien sûr, de Jacqueline. Et c'est lui qui a inventé cette idée de republier et de faire une édition critique des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, une entreprise monumentale. Une entreprise monumentale de 12 volumes, grand format, lourd, à ne pas lire au lit. C'était une entreprise pour plusieurs années, mais à part le fait que ça s'est vraiment terminé et que ça a été accompli, et cette procédure a en même temps vraiment créé une société d'amis, de jeunes, des élèves de Christian et de Jacqueline, et d'autres qui ont participé à cette entreprise qui était vraiment magnifique. Donc, Christian, bien sûr, comme vous savez, est peut-être le grand spécialiste de la peinture et sculpture du XVIIe et XVIIIe siècle, avec une production extraordinaire. Et il est aussi un spécialiste de méthode de l'histoire de l'art, surtout de la critique d'art dans cette période. Et il faut vraiment le faciliter, surtout parce que les volumes existent aussi online.
Donc, vous pourriez tous les consulter à la maison. Il a insisté là-dessus. C'était encore un autre grand travail pour réaliser ça. Parce que imprimer, c'est une chose, mais mettre tout ça en ligne, c'était une autre. Donc, trois proches amis de Jacqueline qui sont réunis ici et qui représentent bien sûr les passions et les intérêts de Jacqueline, le théâtre, l'art et la philosophie et l'esthétique. Quant à moi, je joue un rôle pas très important, mais j'ai eu le grand privilège de rencontrer Jacqueline à peu près en 2000, mais je la connaissais déjà par lecture. J'ai lu avec beaucoup de fascination le premier volume, La couleur éloquente, et encore avec davantage de passion les deux autres, La tâche aveugle et Les raisons de l'art. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fasciné? Bon, d'abord parce que c'était des traités de philo, de philosophie et d'esthétique. Et on trouve rarement des volumes comme ces trois-là qu'on peut lire du bout à la fin. Normalement, ça ne m'arrive pas avec cette sorte de lecture. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Parce qu'elle avait vraiment cette facilité pédagogique de prendre le lecteur à la main et de le conduire à travers un forêt avec beaucoup de bras d'arbres qui sont là, avec beaucoup de noms, beaucoup de citations. Ça m'est arrivé que je relis quelques passages, surtout parce qu'elle aimait tellement des citations, donc il fallait peut-être quelquefois lire deux fois. Mais on est resté avec ces livres et je les lus même deux ou trois fois au cours des années. Et je suis absolument persuadé que ces livres vont rester dans notre discipline, bien qu'elle a toujours dit qu'elle était philosophe, bien sûr. Elle était philosophe, mais elle a su lier la philosophie et l'histoire de l'art d'une façon absolument surprenante. Un de ces sujets, bien sûr, était la pratique, la technique. Et pour les historiens, c'était quand même nouveau d'affronter cette question comme ça. Parce que nous, historiens de l'art, si nous regardons un tableau, c'est pratiquement automatique que nous commençons à regarder et à contempler ce tableau d'abord avec un système Wölfflin, comment un tableau est structuré, comment est-ce qu'on peut le comparer avec un autre. Ensuite, on continue avec un système Warburg, on se demande quel est le symbolisme de ce motif ou un autre. Ensuite, on demande quel est le contexte social, ou n'importe. Mais elle contemplait les tableaux, elle commençait à s'intéresser à ce qu'elle appelait la cuisine de l'art. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'ils étaient les problèmes des artistes quand ils ont commencé à peindre. Donc, ils avaient des problèmes extrêmement simples quelquefois, mais techniquement compliqués. Donc, elle est rentrée dans ce discours du tout début de la production artistique. Et elle a même suivi en prenant des cours de dessin pour savoir, je ne sais pas,
si elle a vraiment continué longtemps, je crois, elle s'est arrêtée relativement rapidement parce qu'elle a su, son domaine était plutôt la philosophie que l'art. Mais de toute façon, elle s'est mise dans un atelier pour poursuivre avec un professeur et apprendre un peu le dessin parce que les questions étaient ensuite différentes d'un philosophe ou d'un historien de l'art. Et on remarque cette énergie de vouloir savoir si on lit ses livres. Et elle a voulu se placer dans la situation des artistes quand ils commencent à peindre. Elle était pleine d'enthousiasme à en savoir davantage. Bon, j'étais donc fasciné et je trouve que nommer cet auditorium d'après elle, il y a des bonnes raisons à faire ça parce que ceux qui entrent dans cet auditoire, ils vont réfléchir sur ces questions peut-être, ils vont commémorer Jacqueline sur ce qu'elle a accompli. J'ai eu le grand privilège dans l'an 2000 à la rencontrer personnellement et on est devenus amis pendant les 10 ans à venir jusqu'à à peu près 2010 où j'étais directeur. Je suis parti de Paris en 2008, mais je suis passé assez souvent à Paris après. Quand j'étais directeur du Centre allemand d'histoire de l'art, une très 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 jeune institution qui venait se créer. Et un jour, Christian Michel est arrivé et elle m'a demandé est-ce que tu as une idée où on peut trouver un endroit pour un bureau pour réunir mes élèves et les élèves de Jacqueline pour travailler sur les conférences parce qu'on a l'idée d'éditer avec toutes les éruditions possibles les conférences. Et moi j'ai dit, mais pourquoi pas au Centre allemand d'histoire de l'art parce que l'Institut national à cette époque-là était encore en construction, on ne pouvait pas se mettre là. Et moi, j'ai tout de suite reconnu que c'était une situation qu'on appelle aujourd'hui win-win, c'est-à-dire les deux peuvent gagner quelque chose. Et cette jeune institution, le Centre d'histoire de l'art, qui réunit des boursiers venant surtout de l'Allemagne, mais également de la France et d'autres pays, et qui passent là une année au plus court, au plus long, pour faire des recherches sur leur thèse ou d'autres sujets. Ils pouvaient vivre avec ce groupe de chercheurs autour de Jacqueline et Christian pendant un certain temps. Et il n'y a pas eu un Allemand rentrant dans son pays qui n'avait pas appris beaucoup de choses sur la tradition académique française. Donc c'était une situation win-win. Et en même temps, on pouvait aider ces chercheurs sur l'académie. On pouvait leur donner un bureau et les soutenir aussi d'une autre chose. Je ne vais pas parler plus longuement, je vais quand même vous présenter quelque chose de très, très, très personnel. Je garde dans ma mémoire 2 tableaux vivants. Et le premier tableau vivant, c'est la grande fenêtre ouverte au 2e étage de la place des Victoires, où il y a eu notre salle d'assemblée, notre salle de réunion. On ouvre cette grande fenêtre, on contemple la place des Victoires et la statue avec Louis XIV, qui est un peu trop grand, mais on s'est habitué. Et il y avait toujours là, dans le coin, Christian et Jacqueline fumant avec un verre de rouge
discutant dans les pauses sur des problèmes de l'académie et d'autres sujets. Et tout le monde pouvait s'approcher, profiter de leur savoir, discuter avec eux sur l'histoire de l'art, sur d'autres sujets du cinéma, théâtre. Ils ont partagé pour les jeunes leur expérience et c'était inoubliable. Et alors le deuxième tableau vivant que j'ai, c'était une petite cérémonie qui avait lieu quand les conférences ont été faites et terminées. Il y avait quelques invités, il y avait les collaborateurs, il y avait Jacqueline, il y avait Christian, le directeur de l'école des Beaux-Arts. Et c'était à l'hémicycle de l'école des Beaux-Arts. Et le directeur de l'école des Beaux-Arts a fait quelques petites remarques. Je crois, moi aussi, j'ai parlé un tout petit peu. Ensuite, Christian a parlé sur l'histoire de la rédaction et du travail sur cette édition. Et à la fin, c'était Jacqueline qui parlait. Et elle parlait longuement. Elle ne s'arrêtait pas. Et elle s'est mise, elle parlait sur ces artistes, qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils commençaient à écrire, à dessiner, à peindre, toute sa théorie. Et alors, moi, je me suis dit, j'ai regardé, j'étais dans les rangs, et j'ai regardé, elle s'adressait à nous, bien sûr, elle s'adressait à nous, mais elle s'adressait aussi au tableau de Delaroche, derrière, à tous les artistes qui sont peints dans l'hémicycle, parce qu'elle s'adressait à eux, auxquels elle avait dédié tellement d'énergie, de sympathie et de l'empathie. Donc, c'est le début et c'est aussi la fin de ce travail de l'édition des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dont nous sommes extrêmement reconnaissants à Christian, mais surtout à Jacqueline. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire pour entrer. Maintenant, je passe la parole à madame. Merci beaucoup. Je suis évidemment extrêmement émue d'être là. J'ai eu avec Jacqueline une amitié, je dirais absolument passionnée, qui a été pendant de très longues années ma meilleure amie. Et en même temps, j'ai pu travailler avec elle et je vais raconter un peu comment j'ai travaillé avec elle surtout. Mais l'émotion est là, c'est-à-dire en fait en voyant, j'étais très contente et je suis sûre qu'elle aurait été très contente aussi finalement d'avoir un endroit aussi prestigieux à son nom, ce très beau nom, enfin vraiment, qui est Jacqueline Lichtenstein. Quand je l'ai rencontrée, en fait, je venais de découvrir Corneille. J'avais mis beaucoup de temps. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas du tout Corneille. Et donc, j'étais profondément racinienne, comme souvent les comédiennes le sont, parce que Racine est plus facile à lire, tout simplement, que Corneille. Et donc, quand j'ai rencontré Jacqueline, et découvert qu'elle était 17e-iste, je me suis dit ce serait bien de parler avec elle de Corneille, parce que j'ai commencé à le lire et j'avais été absolument bouleversée par une première pièce qui est La Place Royale, une comédie qui était... Je ne connaissais pas du tout les comédies de Corneille, très peu de gens les connaissaient à l'époque. Maintenant, il y a eu un certain nombre de mises en scène qui ont été faites et maintenant on considère que c'est dans son œuvre quelque chose d'important, surtout cette fameuse Place Royale. Et ensuite, j'ai découvert aussi l'ampleur du théâtre romain chez Corneille.
Et donc j'en ai parlé avec Jacqueline et on a décidé de faire un petit séminaire. J'étais à ce moment-là, j'avais été nommée professeure dans une école de théâtre relativement prestigieuse et je voulais quand même approfondir ce travail sur Corneille. Et donc on a fait ce petit séminaire avec un acteur et un jeune homme qui était qui suivait des cours de technique, mais qui voulait être metteur en scène et qui était donc dans cette école. Donc elle est venue à la maison et très régulièrement, pendant des semaines, on a commencé à lire le théâtre romain de Corneille pour s'apercevoir que il y avait un certain nombre de pièces qui étaient jamais montées et qui nous ont semblé, que j'ai appelé des pièces coloniales de Corneille, et qui me semblaient, à elle comme à moi d'ailleurs, extrêmement intéressantes et importantes. Je ne connaissais pas grand-chose sur Enfin, je connaissais évidemment Molière, je connaissais Racine, etc., mais qu'est-ce que c'était que le XVIIe? Et il fallait vraiment que Jacqueline soit là pour nous donner comme ça le goût et le sens des règles en particulier, mais aussi de ce qui pouvait, des enjeux de toutes ces pièces, donc des enjeux historiques. Mais en effet, en même temps, il n'y avait jamais chez elle, elle sentait bien que si j'allais monter ces pièces, ce que j'ai réussi à faire, c'était jamais dans un projet muséal, si vous voulez. Il s'agissait d'autre chose. Elle était extrêmement ouverte à l'idée de faire des mises en scène contemporaines de ces pièces. Et d'autant plus que la dimension politique, le grand théâtre politique de Corneille se déployait comme ça dans ces pièces-là de façon très, très étonnante. Et finalement, il y avait une sorte d'actualité, c'est-à-dire on mettait constamment en rapport avec ce que on vivait, c'est-à-dire toutes ces pièces parlent comme ça de la chute d'empire, de princesses vagabondes, d'exil, de guerre, et on le mettait en rapport avec ce que nous vivions. Et voilà, et donc en même temps, on s'amusait beaucoup, c'est-à-dire, il y avait évidemment toute la question tournée autour de qu'est-ce que c'est que le plaisir au théâtre. Qui est une chose revendiquée par Molière, par Racine et bien sûr par Corneille aussi. Et peu à peu, j'ai découvert aussi avec elle les grands discours théoriques de Corneille, et je me suis aperçue, grâce à elle toujours, d'une certaine manière, qu'on avait affaire là, au contraire de tout ce qu'on nous avait enseigné à l'école, c'est-à-dire finalement un artiste libre, presque rebelle, on pourrait dire même, formidablement intelligent, plein d'ironie. Et on avait je me demandais comment on était très très proche comme ça sur le sens tragique et en même temps la perception tragique de l'histoire, la désillusion par rapport à l'histoire qu'on découvrait dans un certain nombre de pièces de Corneille, et ce à partir de la mort de Pompée jusqu'à Suréna. Et c'était, je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qui nous a pris, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on avait une telle passion pour ça? Et je me disais que c'était lié aussi à l'époque que nous vivions, mais aussi à ceux dont nous étions issus nous-mêmes, c'est-à-dire au fond, nous étions des enfants d'exilés, de migrants, de juifs rescapés de la persécution. Et il y avait donc quelque chose là, quand même, qui tout d'un coup, ça paraît très étrange quand même par rapport à Corneille, mais qui nous ouvrait une certaine façon de s'approcher de ce théâtre politique. Voilà. Avec, je dis, à la fois ironie et en même temps un sens tragique. Alors, après, on a décidé avec Jacqueline, on a fait un travail, elle et moi, mais sur les discours sur le théâtre de Corneille, et on a fait un spectacle qui s'appelait Les Entretiens,
avec Pierre Corneille, juste à partir des textes de Corneille, justement, qui parlent aussi bien dans ses examens que dans ses discours sur le théâtre, de comment on fait une pièce de théâtre, quoi, tout simplement. Comment on arrive à procurer du plaisir aux spectateurs. Et il y a des choses merveilleuses qu'on découvre dont on s'est dit à un moment donné, il y a le cinéma, d'une certaine manière, sans parler de ça, parce que le cinéma fait, au fond, dans l'ensemble des spectacles qui excèdent rarement 1h30, de même au théâtre, c'est rarement 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut raconter en 2 heures et comment on agence et comment on compose d'une certaine manière les scènes de telle manière que il y a l'intensité qui ne peut que monter jusqu'à arriver à une sorte de satisfaction profonde du spectateur. Et à un moment donné, même, on s'est dit, mais c'est incroyable que ça ressemble à Hitchcock, comment il écrit, comme Hitchcock, interviewé par Truffaut, raconte aussi comment, comment dire, en regardant ses œuvres les unes après les autres, comme d'une certaine manière Corneille, qui lorsqu'il écrit sa théorie sur le théâtre, dit qu'il ne prendra d'exemple que sur lui-même, finalement ils arrivent à des conclusions qui sont assez proches. Et donc ça nous amusait beaucoup. Voilà. Mais enfin, on pourrait en parler très très longuement. Voilà, donc à part cela, c'était une amie merveilleuse. On a, mon mari et moi, Gérard Wageman et moi-même étions très proches. Nous avons passé beaucoup de vacances ensemble. Nous sommes allés aux États-Unis à son invitation lorsqu'elle y travaillait. Et puis, je lui ai demandé, lorsque j'ai monté une pièce qui s'appelle Angels in America, de Tony Kushner, une pièce sur le sida, que j'ai montée dans les années 90, enfin 94-95, je lui demandais de traduire la pièce avec Gérard Wageman, parce qu'elle avait une connaissance profonde de la vie américaine, et Angels in America racontait comment le sida... c'était une pièce à la fois très politique et en même temps très personnelle sur les effets effroyables comme ça de cette maladie. Voilà, ça va? Voilà. On change l'ordre initialement prévu pour brouiller les pistes. Donc, bon, moi aussi, je suis évidemment assez émue d'être ici. J'ai rencontré Jacqueline en tant qu'étudiante en philosophie en 99. Alors, heureusement, Christian Michel est là en chair et en os, parce que c'est un petit peu difficile de la voir là sur un... Vous ne voyez pas, mais on la voit sur un écran. Ce qui est vraiment pas quelque chose qui rend compte de sa présence. Et donc c'est assez émouvant aussi de se retrouver dans ce lieu, en sous-sol, sachant que véritablement pour moi, ce sont donc le séminaire co-animé par Christian Michel et Jacqueline Lichtenstein sur les conférences de l'Académie royale de peinture, qui ont été pour moi une révélation, au sens où je n'étais pas sûre de vraiment continuer en philosophie, notamment pas sûre de continuer en esthétique, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez d'art dans ce qu'on m'enseignait en esthétique. Et c'est en assistant à ce séminaire que je me suis dit, bah si, on va se lancer là-dedans et on va y aller. Alors, Brigitte Jacques parlait de Corneille. C'est vrai qu'en... je me disais comment je pourrais expliquer et qu'est-ce que je pourrais dire sans parler trop longtemps
sous quel mot je pourrais résumer ce qui était voilà, vraiment cette manière différente de faire de la philosophie. Et je pense qu'il y a 2 mots. Il y a le mot de pratique. Enfin, ça a été dit aussi en rappelant que voilà, elle a dansé, elle a dessiné, et qu'on s'en moque. Le but, ça n'était pas de devenir professionnel, mais qu'il y a une vraie vertu de l'amateur. Le but, c'est pas de briller, mais c'est de se frotter à l'apprentissage concret, que ce soit le théâtre, la danse ou le dessin. Quand elle a pris des cours, et elle en parle dans Les raisons de l'art, en disant que le jour où elle avait dessiné un pot avec une anse alors que le pot n'avait pas d'anse, elle s'est dit que c'était quand même important de pratiquer, parce qu'elle se disait à quel point on projette. Elle s'est vue elle-même en train de projeter une idée de pot sur le pot qu'elle avait pourtant sous les yeux. Donc les 2 mots, ce serait pour moi la pratique et la parole. Et je sais qu'elle aimait citer Delacroix, disant que la pratique est nécessaire pour s'élever aux considérations spéculatives sur l'art. Et c'est vrai que ce qu'elle reprochait à une certaine manière de philosopher, mais aussi, enfin, vous l'avez dit, à une certaine manière de pratiquer l'histoire de l'art, en s'abritant derrière des schémas qui font écran. On va dater, on va analyser la composition, on va regarder l'image, mais sans prêter attention à la facture, à la peinture. Donc ces considérations spéculatives sur l'art, c'est ce qu'elle redoutait, enfin ce dont elle considérait qu'il fallait se débarrasser, que ce soit en philosophie ou en histoire de l'art, pour vraiment essayer de comprendre ce que la pratique artistique nous donne à penser. Et cette pratique artistique nous donne à penser quelque chose, et la philosophie, elle est là. Elle est dans cette pensée qu'elle trouvait à même la pratique. Alors, je sais qu'il ne faut pas... là, on n'est pas dans un colloque scientifique, mais j'ai quand même je voudrais travailler un tout petit peu sur une citation qui va me servir d'effet repoussoir pour vous faire comprendre vraiment en quoi elle a fait un pas de côté, un pas à côté de l'esthétique pour s'ancrer dans une certaine manière de faire de la philosophie de l'art, quitte à aujourd'hui réconcilier esthétique et philosophie de l'art. Mais c'est vrai qu'au moment où elle l'a fait, c'était un pas important. Et il se trouve que vendredi dernier, j'étais en train de faire cours sur Kant. Et j'ai toujours un peu l'impression de la trahir quand je fais cours sur l'esthétique kantienne. Et donc j'insistais sur le rôle, alors le fait que la naissance de l'esthétique au XVIIIe siècle n'était pas compréhensible sans tout le contexte culturel de l'époque et sans 2 événements concomitants, à savoir les débuts de l'histoire de l'art et les débuts de la critique d'art. Et j'ai utilisé un texte de Jacques Rancière parlant de Winckelmann et parlant du rôle fondamental de Winckelmann, de son histoire de l'art dans l'Antiquité. Et donc Rancière explique que pour pouvoir penser la naissance de l'esthétique, donc je vais dire que justement ça n'est pas ça pour Jacqueline, il faut en fait extraire le concept de l'art avec un grand A d'une double limitation, de 2 choses, de ceux qui étudiaient l'art au sens de la conception, du savoir-faire de tel ou tel artiste, et aussi de ceux qui étudiaient les arts, c'est-à-dire les savoirs et les techniques qui fabriquent les objets. Et donc pour pouvoir écrire une histoire de l'art, tout court, cela suppose, écrit Rancière, que l'art existe au singulier et sans complément de nom. Donc non plus les arts, mais l'art au singulier, de surcroît sans complément de nom, donc non plus l'art de tel ou tel artiste, entendu comme conception, savoir-faire, ce métier, cette cuisine, mais l'art tout court. Et il écrit aussi que Winckelmann est l'un des premiers, sinon le premier, à inventer la notion de l'art tel que nous l'entendons. Et alors il suppose que nous l'entendons tous comme ça aussi aujourd'hui, qu'il faut l'entendre comme ça, non plus comme compétence des faiseurs de tableaux, de statues ou de poèmes, mais comme milieu sensible de coexistence de leurs œuvres. Alors, je rassure immédiatement Jacqueline, si elle m'entend, je vais vite reprendre pied, je vais m'arrêter là pour dire que c'est justement là tout ce à quoi elle s'est opposée en fait dans
dans son travail philosophique, à savoir défaire ce geste d'autonomisation de la sphère de l'art, de cette sphère de l'art tout court, de l'art sans complément de nom. Et j'étais toute surprise, pourtant je l'avais lu plusieurs fois, ce petit extrait de Rancière aux étudiants, et là je tombe sur la phrase suivante: c'est cette séparation entre les raisons de l'art et celles de la beauté qui fait exister l'art comme tel, comme un monde propre, et non plus simplement comme la compétence du peintre, du sculpteur, de l'architecte et du poète. Et bon, sachant que le dernier livre de Jacqueline, qui est un vrai manifeste en faveur de la philosophie de l'art, s'appelle Les raisons de l'art, j'y ai vu une belle opposition. C'est-à-dire que tout le travail de Jacqueline, ça a consisté au contraire à revenir à ces raisons de l'art et à s'intéresser à cette compétence du peintre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la première fois qu'il en parle, Rancière, il parle de faiseurs. Les faiseurs, alors là, il ne dit plus les faiseurs de tableaux, de statues, il parle de compétences, mais il y a encore l'écho de ce faiseur qui est un faiseur de bons mots, un faiseur de tableaux, c'est quelqu'un qui les fait en série. Bon, c'est pas très... Oui, bon, il y a de la technique, ça permet d'en faire plein, mais c'est pas c'est pas un art véritable et c'est certainement pas quelque chose qu'on va prendre la peine d'étudier pour essayer d'y trouver une forme de pensée. Et puis dans faiseur, il y a aussi un peu on est proche de la contrefaçon, de l'imposture. Et donc je dirais que Jacqueline, c'est quelqu'un qui a absolument tenu à faire droit à la compétence des gens de métier. Et les gens de métier, alors ça pouvait être dans le cadre, on va dire, dans la première partie de sa carrière avec la couleur éloquente, puis le travail avec Christian Michel sur les conférences de l'Académie, c'était les peintres ou les amateurs qui fréquentaient des peintres, qui étaient amis avec des peintres. Ensuite, c'est vrai que cette compétence des gens de métier, quand elle s'est tournée avec la tache aveugle vers le 19e siècle, et qu'elle s'est tournée vers une couleur qui, à la suite des travaux de Newton, est devenue un objet d'étude scientifique, ça a aussi consisté en aller discuter avec des physiciens spécialistes d'optique, des chimistes. Et là, je songe à un séminaire qu'elle appréciait particulièrement, c'est quand elle allait à Roussillon, au Conservatoire des Ocres, à l'Ocra, pour aller, alors là, vraiment voir la cuisine et pouvoir comprendre en quoi la couleur matière, c'est pas la même chose que la couleur lumière, et pourquoi c'est en comprenant concrètement en quoi la couleur matière, ça n'est pas la couleur lumière, qu'elle a su trouver des mots dans la tache aveugle pour expliquer sa fascination pour Bonnard. Donc la compétence des gens de métier, c'était aussi les scientifiques à ce moment-là. Donc c'est vrai que je dirais que revenir aux raisons de l'art contre les raisons de la beauté post-kantienne, revenir à avant Kant, ça a été vraiment un effort quotidien. Un effort quotidien chez elle et ça se lit dans les 3 livres. Et la deuxième chose qui me frappe rétrospectivement finalement, c'est à quel point sa manière d'être, sa manière de faire circuler sa pensée aussi bien dans les prises de parole informelles que les cours ou les écrits était, alors non seulement il y a vraiment une spécificité là chez elle, c'était typique d'elle, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'elle a appris dans les années 90 et au contact de Christian Michel et au contact des textes de l'Académie, c'est-à-dire ce fait de, et puis aussi par le biais de la parole au théâtre avant, ce fait de donner la priorité à la pensée qui s'énonce en parole, qui s'énonce d'abord en parole.
Je pense que Christian Michel va en dire un mot, mais c'est vrai que souvent elle en parlait à propos de... La première chose qu'elle disait aux étudiants quand elle parlait des conférences, c'était attention, ça n'était pas des discours écrits qu'on venait lire. Donc ce qu'il y a d'écrit, ce sont des retranscriptions de discours oraux et avec des discussions. Et puis elle aimait aussi, souvent elle recommandait la lecture d'un historien de l'art de Michael Baxandall, à cause des formes de l'intention et de tout ce qu'il dit sur la description en présence d'étoiles. Le fait que décrire, il y a un caractère ostensif de la description, qu'en fait décrire, parler de la peinture n'a de sens que en présence de quelque chose qu'on voit, pour faire ressentir à la personne à qui on s'adresse ce qu'on voit dans ce qui est en face de nous. Et ça, je dirais que cette importance de la parole, j'aimerais bien essayer de dire un petit peu plus précisément en quoi c'était particulier. Et je dirais que dans les contextes institutionnels de prise de parole publique, type cours, séminaires, conférences, elle se situait toujours, alors on le verra peut-être dans la vidéo tout à l'heure, toujours légèrement en deçà du jargon théorique, immergé d'emblée dans des exemples précis. Et puis alors n'adoptant jamais d'attitude révérencieuse à l'égard des grands systèmes de philosophie, c'est quelque chose de rassurant où voilà, au bout de 3 minutes, on parle de Kant ou de Hegel et on s'assoit là en tant que philosophe qui va délivrer un morceau de science de manière un peu surplombante. Donc toujours en deçà de ce niveau d'abstraction, mais qu'à l'inverse, dans les contextes des pauses café, des déjeuners ou même de réunions pour prévoir un planning, vraiment, je ne pense pas que ce soit ma mémoire et mon amour qui me trahissent, mais il y avait toujours un exemple de cinéma, de livre, et donc il y avait toujours, elle était toujours un degré au-dessus du caractère trivial des conversations ordinaires, parce que les œuvres, les artistes étaient toujours présents, souvent sous forme d'une anecdote, et elle avait un côté... j'allais dire petite fille, quelque chose je crois que c'est Thomas Gedgens tout à l'heure qui a parlé d'enthousiasme, je crois. Effectivement, toujours quelque chose de l'ordre de l'admiration, une forme de vivacité comme ça, qui faisait qu'il y avait toujours de la pensée, même dans ces moments informels, et notamment donc les fameuses, alors les pauses cigarettes du séminaire qui parfois duraient plus longtemps que le séminaire lui-même, mais parce qu'en fait, ça se passait, il fallait bien fumer, donc même si on fumait pas, on allait soit fumer, faire semblant de fumer, mais parce que la parole continuait et ça se passait dans le couloir ou dehors, et la discussion sur le texte qu'on était en train d'étudier se passait dehors. Alors, c'était pas toujours, donc on essayait de s'approcher le plus possible pour entendre, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez étonnant. Donc il y a une vraie... Je pense que c'est peut-être ça qui manque le plus à celles et ceux qui l'ont côtoyé. Je ne sais pas si j'ai prononcé le mot d'art de la conversation, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle vivait, qu'elle incarnait, après l'avoir admiré ou en avoir fait un objet théorique par rapport aux conférences. Et finalement, par rapport aussi à ce retour à la pratique, ce retour à la parole, je pense que c'est ce qui a, quand elle a créé le master d'esthétique et de philosophie de l'art, alors anciennement Paris 4, devenu Paris-Sorbonne, Sorbonne Université, on va encore changer de marque sans doute un jour. Je pense que parce que la volonté qui l'animait, c'était de réconcilier la philosophie et l'art, de réconcilier la réflexion théorique avec une véritable connaissance, de l'art. Et c'est cette possibilité de réconciliation qu'elle voulait offrir aux étudiants. Et ça passait par une injonction à la pratique, ou en tout cas une injonction à la fréquentation des œuvres dans leur présence actuelle.
Oui, voilà, pratique, parole. Et peut-être si par rapport aux États-Unis, je pense aussi quelque chose d'assez... parce qu'alors, il y a Kant qui lui sert un petit peu de repoussoir, et elle avait aussi par rapport à ce qu'on appelle la philosophie analytique, une position extrêmement... Enfin, c'était assez étonnant parce que à la fois elle connaissait, elle en lisait, elle incitait vraiment les étudiants à en lire, tout en étant souvent farouchement opposée à la manière dont certains de ces philosophes instrumentalisent les exemples artistiques. Mais elle avait une forme d'ouverture d'esprit qui était, enfin c'est vrai que dans les années 90, dans l'enseignement universitaire en France, on n'imagine pas que c'est Jacqueline Lichtenstein qui était peut-être une de celles qui donnait le plus d'exemples de philosophie analytique, à un moment où c'était quand même pas extrêmement enseigné à l'université. Et ça, je pense que cette ouverture d'esprit, ça lui venait aussi de son exil américain. Est-ce qu'il fonctionne? Bien, merci beaucoup. Alors, il est difficile, nous avons tous tellement de souvenirs de Jacqueline, et il ne s'agit pas ici aujourd'hui de faire une présentation de type personnel. Vous me pardonnerez, je vais faire quelque chose que je déteste, qui est me citer une note d'un de mes livres qui me paraît assez parlante de nos rapports. Donc, dans mon livre sur l'Académie, j'ai écrit l'ensemble, à propos des règles et des raisons de l'art, l'ensemble des pages qui suivent reposent sur les séminaires que j'ai tenus avec Jacqueline Lichtenstein pendant 8 ans et sur les conversations que j'ai eues avec elle. Elle-même va aborder ces questions dans un livre en préparation, ce sont les raisons de l'art, et il m'est désormais impossible de savoir ce qui vient d'elle ou de moi dans ces analyses qu'elle a relues. Nous avons effectivement beaucoup travaillé en symbiose. Je crois que les échanges étaient absolument réciproques, mais qu'il ne s'agissait en aucun cas elle de se transformer en historienne de l'art ou moi de me transformer en philosophe. Nous avons aussi d'autant plus travaillé ensemble qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels nous étions en désaccord, je vais y revenir, que nos relations ont commencé dans un café avant un colloque que j'organisais. Nous étions tous les deux professeurs à Nanterre à ce moment-là. Donc, au milieu de beaucoup de cigarettes, elle a abandonné, moi je n'abandonnerai jamais. Nous avons beaucoup discuté de la couleur éloquente et je lui ai dit que sur un certain nombre de points, je n'étais pas d'accord avec elle. Et ça a été le point de départ de notre amitié. C'est pas très académique. Généralement, les critiques ne se supportent pas entre collègues. Tout ce que chacun écrit doit être génial et ne peut en aucun cas être critiqué. Et nous avons, pendant ces années de séminaire qu'évoquait tout à l'heure Laure, finalement, nous passions beaucoup de temps à discuter, et que ce séminaire était intéressant parce qu'il ne fonctionnait pas en un discours complet, mais en des objections. Elle argumentait naturellement beaucoup mieux que moi, mais pour la contredire, il me suffisait de montrer une image. Et donc, elle estimait, et l'image pouvait lui montrer que ce qu'elle disait n'était pas totalement convaincant. Donc, j'utilisais des arguments un peu trop faciles, je reconnais, que maîtrise l'historien d'art et que ne maîtrisait pas à l'époque, au départ, entièrement la philosophe. Grâce à quoi Jacqueline prétendait que l'histoire de l'art, finalement, était moins fumeuse que ne l'était souvent la philosophie.
Mais donc j'étais certainement plus kantien qu'elle, ce qui n'est pas très difficile. Et au-delà, elle me disait du mal de la philosophie esthétique telle qu'elle se pratiquait, telle que Jacques Rancière la pratique encore à travers ce que vous nous l'extrait que vous nous citiez tout à l'heure. Et je reconnais qu'à mon tour, je lui disais qu'elle surévaluait totalement l'histoire de l'art, et je me mettais à mon tour à dire beaucoup de mal d'un certain nombre d'écrits. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas historienne de l'art, ne l'a jamais revendiqué, et elle ne supportait pas quand justement son approche qui était tournée vers l'œuvre, il fallait penser l'œuvre et non pas penser l'art avec un A majuscule. Et quand dans un colloque, un de ses collègues a dit « Après l'histoire de l'art, moi je vais revenir à la philosophie », Jacqueline s'est levée indignée en disant « Non, ce que je vous ai fait, c'est de la philosophie et non pas de l'histoire de l'art ». Et donc, il y a aussi une salle consacrée à Walter Benjamin dans ce lieu, ce qui permet de montrer ce lien potentiel entre l'histoire de l'art et la philosophie, sans qu'il y ait de fusion entre les deux. Elle a beaucoup apporté en philosophie, mais tout autant notre travail collectif, notre réflexion collective, beaucoup de gens présents ici y ont assisté, était tourné justement sur autour d'approches différentes, comme je suppose, Brigitte, que c'était aussi le cas de la femme de théâtre et de la connaisseuse du XVIIe siècle, qu'il n'y a de relations intellectuelles possibles que, non pas dans le conflit, Dieu merci, mais dans la discussion et dans la différence des points de vue. Et c'est, je crois, ce qui était sa richesse, qui était tout ce qu'elle m'a apporté. C'est pour ça que je me suis permis de citer quelque chose que j'ai écrit. Il m'est arrivé en relisant des textes de Jacqueline, de voir que que j'avais repris comme si elles étaient de moi, certaines de ces phrases dans des articles que j'avais écrits, je les croyais de moi. Elles venaient d'elle. Le contraire s'est aussi produit. On en a parlé, mais elle m'a dit bon, je t'ai jamais fait de remarque sur le fait que là tu me citais sans guillemets, parce que je t'ai aussi cité sans guillemets, sans vraiment forcément m'en rendre compte. Alors je voudrais, on avait dit que chacun d'entre nous ne parlerait que 5 ou 10 minutes, et tel n'a pas été complètement le cas, donc je ne voudrais pas non plus que la séance dure trop longuement. Revenir justement sur quelques-uns de ces points de discussion que j'ai pu avoir avec elle, où nous étions complètement à position renversée. Jacqueline croyait à la valeur intrinsèque de l'œuvre d'art, quand je lui prétendais que c'est surtout une construction, que nous avons construit autour d'un certain nombre de grands artistes notre définition de ce qu'est la grande peinture ou la grande sculpture, et que donc ce qui n'entre pas dans ce cadre nous paraît du mauvais art, ou nous paraît pas de l'art. Et Jacqueline, elle, en revanche, plaidait pour une valeur totalement intrinsèque de l'œuvre d'art. On s'est beaucoup disputé autour du livre de Bernard Lahire, sur l'horrible tableau de Poussin qui a été acheté par le musée de Lyon il y a quelques années, La fuite en Égypte. Ceci n'est qu'un tableau, et c'est sur l'art, la domination, la magie et le sacré. Elle n'avait pas du tout aimé ce livre, elle n'avait aimé que le récit des guéguerres entre anglais et français, entre conservateurs et universitaires, pour savoir quelle était des deux versions de ce tableau, laquelle était autographe, laquelle ne l'était pas. En revanche, pour moi, la construction faite par un sociologue de la naissance de la valeur d'une œuvre me paraissait beaucoup plus convaincante, alors qu'elle s'y refusait. Et ainsi, le livre que nous n'aurons pas malheureusement
sa réflexion depuis, dans les dernières années de sa vie, dans les 5 dernières années de sa vie, portait essentiellement sur la question du faux. Quelle peut être la valeur intrinsèque d'un faux? Comment doit-on le juger? Elle est justement en se servant de Nelson Goodman et de la philosophie analytique pour essayer de penser le faux, alors que pour moi, la question du faux se pose en termes différemment, soit juridiques, soit autrement en termes de ce que je déteste le plus, c'est-à-dire de l'argument d'autorité. Et donc nous n'étions pas d'accord. Je ne vais pas avoir le temps, ce serait interminable, et Thomas, tu nous as bien dit que nous ne devions pas donner ce soir des conférences académiques, tenir des discours universitaires, donc ce ne sera pas l'objet. Peut-être lors du colloque de ce printemps, reviendrai-je sur cette question. Penser avec Jacqueline Lichtenstein, ça veut dire aussi discuter avec elle. C'est ce que nous avons fait pendant une quinzaine d'années. Nous avons aussi terminé notre séminaire parce que j'étais parti pour Lausanne et qu'elle-même avait quitté aussi Nanterre pour la Sorbonne, mais aussi parce que nous avions un peu l'impression que nous étions trop l'un et l'autre dans un rôle où chacun savait ce que l'autre allait dire, et donc ça devenait beaucoup moins amusant que lorsque nous essayions d'argumenter l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Et donc que ça devenait un petit peu ennuyeux, ça devenait redondant, et rien n'est pire qu'un spectacle qui se redonne un peu trop souvent et où il n'y a plus de surprise ou de nouveauté. Donc ce sont ces quelques expériences que j'ai pu avoir avec elle, tout ce qu'elle a pu m'apporter. Je crois que je peux dire aussi dans l'autre sens que je lui ai apporté un certain nombre de points qui ont rendu notre collaboration pendant des années extrêmement fructueuse. Et donc, je suis très, très heureux que son nom, désormais, figure à l'entrée de cette salle superbement refaite. Bon, je crois, on va maintenant voir la vidéo. Alors, la couleur a longtemps fait l'objet comme vous savez sans doute, d'une double condamnation sur le plan philosophique, depuis l'Antiquité, d'une condamnation à la fois métaphysique et morale. Une condamnation métaphysique d'abord, en ce sens que la couleur, depuis l'Antiquité, a été pensée à partir d'une série d'oppositions. C'est-à-dire que je crois que pour essayer d'analyser la pensée de la couleur, il faut vraiment partir de la série des oppositions qui a constitué le cadre à l'intérieur duquel la pensée de la couleur s'est développée. Alors, qu'il s'agisse de l'opposition antique entre intelligible et sensible, donc ça c'est le premier cadre d'opposition dans lequel duquel la couleur a été pensée, donc intelligible-sensible, la couleur étant du côté du sensible, l'opposition essence-accident, la couleur étant du côté de l'accident, de l'accidentel, de ce qui se transforme. Donc ça, c'est pour le cadre antique, de la philosophie antique. Le cadre classique, des oppositions classiques et modernes, c'est l'opposition entre quantité et qualité. La couleur est du côté de la qualité, du qualitatif, donc ce qui se dissout, ce qui est éphémère, par opposition à la quantité, c'est-à-dire qui peut être soumis à une quantification et donc à une étude ou à une analyse de type mathématique ou scientifique. C'est aussi l'opposition très importante, évidemment qui reprend en un sens les oppositions antiques, mais en les transformant, l'opposition très importante au XVIIe siècle entre qualité première et qualité seconde. La couleur est pensée, par exemple, par Descartes ou John Locke, comme une qualité seconde, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient pas à la définition. Alors ça reprend l'opposition essence-accident, substance-accident, mais ça la reprend en la transformant. La couleur est une qualité seconde, c'est-à-dire qu'il peut changer sans que le corps change. Ça, je dis pour les élèves, l'analyse du morceau de cire de Descartes, ça vous évoquera peut-être souvenir sur l'odeur, la couleur, la saveur qui changent, et pourtant,
c'est toujours de la cire. Là, on a une très belle distinction entre ce qu'on appellera les qualités secondes et les qualités premières. Opposition encore entre réalité et apparence, bon, ça qui reprend en les transformant, à chaque fois c'est le même type d'opposition mais qui se transforme. Hein. Et enfin, dernière opposition, c'est l'opposition entre objectif et subjectif, hein, c'est-à-dire l'idée que la couleur appartient purement au sujet mais n'est pas une propriété de l'objet. Alors toutes ces oppositions, qu'elles soient antiques, classiques, modernes, etc., ont en commun de dénier à la couleur toute réalité substantielle. Hein, de dénier à la couleur toute réalité substantielle et d'en faire une pure apparence, quelque chose d'éphémère, d'instable, voire donc une illusion, quelque chose qui se dissipe par opposition à la réalité des corps. Donc ça, c'est cette condamnation métaphysique de la couleur, fait que la couleur est pensée comme ontologiquement déficiente, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est un manque d'être, elle n'a pas d'être, la couleur n'a pas d'être. Hein. Et l'autre condamnation philosophique, c'est la condamnation morale. Hein. La couleur a fait depuis l'Antiquité et à travers le christianisme aussi, à travers la religion, l'objet d'une condamnation morale, puisque la couleur a été immédiatement associée au phare, à l'ornement, à la séduction, à ce qu'on appelle en grec la cosmétique, c'est-à-dire la toilette, hein, tout ce qui est de l'ordre du décor, de l'ornement, qui s'ajoute, hein, et qui donc, là, on retrouve l'opposition, les oppositions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui s'ajoute, ça veut dire aussi que ça peut s'enlever. Hein. Un maquillage, on peut démaquiller un visage, donc le vrai est du côté du visage, et ce qui est du côté du faux, de l'ornement, etc., c'est le maquillage, puisque c'est une qualité seconde, si vous voulez, quelque chose qui peut s'enlever. Hein. Donc la couleur, et je passe vite là, la couleur est ainsi doublement hérite, si vous voulez, d'une double condamnation philosophique en raison de sa matérialité. Donc ça, c'est le premier élément fondamental. Elle appartient au domaine de la matière, du sensible, etc. Et en raison de son caractère séducteur. Hein. Ça, c'est très important parce que si elle n'était que matérielle, à la limite, ce ne serait pas très dangereux. Hein. Mais le problème, c'est que cette matière, elle plaît. Et qu'on a tendance à préférer les qualités secondes aux qualités premières, on a tendance à être séduit par l'apparence, que la couleur soit... Si vous voulez, le problème, c'est pas que la couleur est contraire à la vérité, c'est qu'en plus, elle nous détourne du désir de voir la vérité dans une problématique classique, puisqu'elle est séductrice. Alors, le discours sur la couleur picturale, donc j'en arrive à la peinture, hein, le discours sur la couleur picturale qui se développe à partir de la Renaissance va hériter de toutes ces oppositions. Bon, je crois qu'on ne pourrait pas approfondir cette présentation, mais je voudrais quand même demander s'il y a quelqu'un dans la salle ou quelqu'une dans la salle qui voudrait faire spontanément une remarque de son expérience avec Jacqueline. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou une expérience personnelle? La commémorant? Non? Il n'y en a pas? Si. Voilà. Je crois que ça a été dit, mais c'est cette façon dans la conversation courante d'intégrer des pensées, en fait, et son savoir, et de le faire sans effort, enfin que cela soit très fluide, et c'est une qualité qu'elle associait à de la chaleur humaine, enfin de l'empathie, je crois que le mot a été dit, et donc ça donnait beaucoup de force aussi. Il y a la qualité intrinsèque de sa réflexion, mais aussi par sa présence humaine, la force était multipliée. Philippe, mais ça se trouve aussi dans les livres. Ce n'est pas seulement sa présence, mais ça se trouve aussi si on la lit, je trouve. Si je peux dire un petit mot à ce sujet, parce que je trouve que ça permet de dire quelque chose sur l'extrait qu'on a vu aussi. C'est-à-dire que l'extrait qu'on a vu, certains philosophes diraient oh, c'est pas très rigoureux, c'est un peu facile, c'est pas très érudit. Et c'est vrai qu'il y avait toujours, ce sont les premières minutes là,
la conférence qu'on voit. Et il y avait toujours cette manière tout simplement d'être présente et de charmer l'auditoire dans les premières minutes pour l'amener petit à petit à des choses plus pointues. Et c'est vrai que plus on avance, et c'était tout le temps comme ça dans les conférences, c'est-à-dire que les conférences qu'elle donnait, ça commençait toujours par des propos assez simples, parfois même un peu caricaturaux, où la voix nous embarquait. Et par contre, après, c'est vrai que c'était quelqu'un qui citait, qui faisait des longues citations, qui se permettait en conférence de travailler sur des citations très longues dans les livres aussi, finalement. Souvent, les citations sont assez longues. Et il y avait aussi des études poussées sur des exemples artistiques. Mais ça venait toujours, ça venait jamais au début. Et c'est un petit peu, en écho à ce que vous dites sur le fait qu'il y avait plein de moments comme ça dans les conversations où l'important c'était d'être là et de parler, d'avoir des propos théoriques, et puis parfois c'était pas forcément toujours extrêmement rigoureux. En tout cas, on n'était pas dans l'écrit avec note de bas de page en permanence. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? Voilà. Juste simplement rappeler à quel point il était drôle. Drôle. On a juste fait une fois une expertise d'un laboratoire à Montpellier. Ça ne l'intéressait absolument pas. Elle voulait juste qu'on aille voir l'expo Diderot, qu'elle n'avait pas eu l'occasion de voir. Et non, elle était, drôle. Rappelez qu'elle faisait rire. Oui, c'est pas ce que j'avais voulu évoquer, c'est-à-dire le caractère extraordinairement séducteur. Elle cherchait à séduire sans passer par le phare, justement, mais peut-être un petit peu par la voix, dont elle savait très très bien jouer, par les sourires, par l'expression. Et il s'agissait par là non pas de séduire pour séduire, mais pour faire passer un certain nombre de discours. Donc, ce que vous évoquez, le caractère souvent drôle, les répliques parfois très bien envoyées, entraient dans cette volonté d'un discours convaincant. C'est-à-dire la rhétorique au vrai sens du terme, celle qui veut entraîner son auditeur par les trois grands thèmes cicéroniens, Docere, Delectare, Movere. Elle savait très bien jouer à la fois de la séduction, de la science dans le Docere, et le Movere, c'est-à-dire la façon d'essayer de toucher le spectateur. Et je crois que dans les conseils qu'elle pouvait donner dans les mises en scène, on restait toujours dans cette trilogie cicéronienne des trois thèmes, Docere, Delectare, Movere. Alors pour Angel in America, le Movere était particulièrement facile, je dirais presque trop, hein, mais c'est tout un enjeu qui était là en place. Si vous permettez, je vais encore peut-être à la fin vous donner un exemple de son humour. Dans La tâche aveugle, on trouve, après qu'elle a montré sur 214 pages comme la sculpture perd vis-à-vis la peinture, on trouve ce petit passage. Ce qui signifie, au fond, que l'indifférence à l'égard de la sculpture n'est pas un symbole, n'est pas un simple symptôme culturel, le produit d'une attitude esthétique plus ou moins constante, mais un trait constitutif de notre rapport à l'art dont a hérité la modernité. Lorsque Ed Reinhardt définit la sculpture comme cette chose dans laquelle on se cogne lorsqu'on se recule pour regarder un tableau. Voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était très typique pour elle de
de même choquer le lecteur, mais en même temps de le faire réveiller de ça, de son discours. Et je crois que ça, c'est des possibilités, de la facilité de faire ces textes lisibles. Parce que finalement, ce qu'elle discute et ce qu'elle argumente, c'est pas si facile que ça. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, je crois qu'on pourrait terminer. Et je remercie à mes collègues ici. Et nous sommes, je pense, tous très heureux que l'INHA a décidé à nommer cet auditorium d'après Jacqueline Lichtenstein. Merci pour être venu.